Alors que c'est tout à fait le contraire. Donc c'est ça le thème que nous allons aborder. Et le second thème, c'est... Voilà. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Ndiaye. Effectivement, nous sommes très heureux d'être à vos côtés. Comme chaque année devient presque l'arbre de Noël, mais sacré pour les étudiants. Alors quel est le programme de cette belle journée? Pour cette journée, on va commencer même tout à l'heure une conférence qui aura deux thèmes. Le premier thème parlera de la religion, source de concorde et notre conflit, que va animer le représentant de Imam Djegen. Et après ce thème-là, comment il s'appelle? Il s'appelle Seleba. Il appelle Seleba, il va mener ce thème. Et après, ça sera le tour de M. Pape Diouf, président de l'OM, qui va un peu parler de l'intégration et non l'assimilation. Voilà. Il va nous parler de l'intégration, de l'assimilation, comment la diaspora africaine puisse intégrer dans cette société française. Voilà, pour le moment, c'est ces deux thèmes-là que nous allons faire. Et n'oubliez pas qu'après, il y aura un dîner de gala à Aix-en-Provence à partir de 20h. Hier aussi, c'est hier qu'on a commencé les activités. Hier, on avait un forum qui s'est vraiment très bien passé parce qu'il y avait de la qualité. Et le forum, c'était axé sur la participation de la vie socio-économique des étudiants étrangers dans la ville d'accueil. Dans les difficultés qu'ils rencontrent souvent. Exactement. Et du coup, on avait un représentant administratif qui nous vient du consulat. Il y avait M. Babacar Ba, il y avait Malisa Saïd, conseiller municipal, il y avait M. Moussa Kouate, il y avait pas mal d'invités. On avait aussi le président de la FAP, M. Ibadia, et pas mal d'invités. Il y avait tout le monde était là, tout le monde avait répondu favorablement à notre appel et ça s'est très bien passé. Et, comme dit Anelka, on le remettra ça encore l'année prochaine à d'autres activités. Inch'Allah, on va le remettre, même si je ne serai pas là, je serai derrière l'équipe qui va me précéder pour que ça sera pérennisé. Pour ne pas mettre en cause notre indépendance, une bonne fête. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaye. À tout à l'heure. Merci à toi. Salam alaikum. Déjà, nous commençons par présenter nos excuses parce que normalement nous sommes censés de commencer depuis 14h, mais malheureusement pour des problèmes logistiques, donc on a dû commencer actuellement. Donc rapidement, je vais vous expliquer comment ça va se passer la conférence. En principe, il y a deux conférences. La première sera animée par l'imam Silaïba qui est ici présent. Donc il va s'articuler autour d'un sujet qui est très important, d'actualité en France. Donc ça sera la religion, source de concorde et non de conflit. Donc il sera animé par l'imam Silaïba. Donc la conférence va durer entre 35 et 40 minutes. Et après, maintenant, s'il y a des intervenants, vous pouvez poser des questions. Après, on va distribuer une feuille, donc vous mettrez vos noms, prénoms, donc pour ceux qui veulent participer à la conférence. Après, il y aura une deuxième conférence qui sera animée. Donc, la deuxième conférence, ce sera Fabio qui va l'animer. Donc, la diaspora africaine en France entre intégration et assimilation. Donc, sans pour autant tarder, je vais passer la parole au président, donc il va souhaiter la bienvenue sur moi et après il va vous expliquer en profondeur le programme qui sera suivi aujourd'hui. Merci. أولاً سوف أقول نحن نشكركم ويعني نحوكم الشيوخ. لست شيخا. أنا تلميذ. نعم. وسوف أقول s'agissant de la religion, enfin, le sujet il est vraiment important et intéressant.
qu'à savoir en fait que la religion est source de concorde et de surcroît encore d'équilibre. Un déséquilibré peut en fait causer beaucoup de tort. Et c'est ce que l'on voit actuellement à un niveau international où on confond en fait religion et passion. Donc utiliser l'islam, utiliser l'image de la religion à mauvais escient ne peut amener qu'à des dérives. Source de paix, l'islam ne peut qu'inviter les gens à respecter le but de la cité et non de déséquilibre. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en continuant cette ayah-là, on voit l'importance qu'Allah donne surtout en fait à la vie humaine. Tuer les gens pour rien ou bien parce qu'on a des ou bien parce qu'en fait on a des idées toutes faites ne peut pas être l'islam. Et alhamdulillah aujourd'hui on est le 4 avril et de surcroît aussi le Sénégal est à l'honneur. On peut prendre l'exemple en fait, du Sénégal. Alhamdulillah, nous au Sénégal, on peut pas en fait, faire la différence entre un chrétien et un musulman. On ne peut pas faire cette différence-là parce que voilà, les règles en fait, de la cité sont respectées. Les règles de vie. Où entre chrétiens et musulmans, les gens se côtoient, les gens s'aiment bien. Moi, je pense qu'en fait, essayez surtout à travers vos prêches et surtout vos interventions, plus enseigner aux gens. Voilà, en fait, ça va être même un transfert de connaissances. Dans la mesure où au Sénégal, nous, voilà, on parvient en fait à réussir ce pari-là. Pourquoi pas ne pas le transporter à l'étranger. Apprendre aux gens que dans certains pays, les gens s'aiment bien, les gens vivent bien. Personne ne tue l'autre parce que voilà, il se croit supérieur, parce qu'il se croit. Donc, c'est voilà. Merci. C'est l'observation que j'avais. Merci Lami. Je suis le modérateur, mais j'ai envie d'intervenir aussi également. Bientôt on va terminer. Donc moi je voulais porter le sujet sur un plan politique. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de l'islam, en fait, généralement, c'est au niveau du sphère politique. Et si vous vous rappelez bien, c'est Mme Le Pen qui avait lancé le débat. Et les autres hommes politiques se sont agrégés autour du sujet. Et généralement, à chaque fois que les musulmans prennent la parole dans ces pays pour parler de l'islam, c'est pour dire ce que l'islam n'est pas. On ne donne pas un environnement assez propice comme ce genre de conférence pour parler de l'islam, etc. Donc ça, c'est un problème. Et cette perception de l'islam, c'est quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez, durant le régime de Vichy, quand on cherchait des juifs et qu'on les tuait, il y avait des dignitaires musulmans ici en France qui proposaient aux chrétiens de se convertir momentanément pour échapper. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier ça. Et il faut dire tout simplement aussi que l'islam aujourd'hui est un sujet qui permet de gagner des élections. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Quand tu associes, c'est vrai, quand tu associes l'islam, l'immigration, c'est les Sénégalais qu'on appelait les Maliens, les Sénégalais, aujourd'hui on les appelle les musulmans. Donc ça aussi, ça donne une mauvaise perception de l'islam. Par rapport aussi aux agressions, donc les terroristes généralement, donc il suffit qu'un terroriste fait un acte, qui tue des personnes et qu'après tu vois tout le monde en train de parler de l'islam, on voit tous les musulmans en train de s'excuser pour dire que ça ce n'est pas du tout la religion musulmane. Donc généralement à chaque fois qu'on aborde le sujet, l'islam en France, c'est pour dire ce que l'islam n'est pas et ça c'est assez problématique et ça donne une mauvaise perception de notre religion. Donc une dernière intervention et après on pourra passer au dernier sujet. Donc on va changer de sujet. Je charge de remplacer le modérateur du premier thème. Et je voudrais tout d'abord vraiment remercier et féliciter cette dernière intervention qui vient s'ajouter en tout cas aux pertinentes interventions de M. Morphal et Sideiba. Merci pour ces beaux rappels du Coran qui n'est qu'un rappel, car comme dit le livre lui-même, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur,
afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Sourate 25, verset 1. Donc je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, vous remercier tous de votre présence. Et donc nous allons introduire ce second thème qui parle de la diaspora africaine en France, entre intégration et assimilation. Mais vous me permettrez déjà, en tant que parrain, de remercier aussi un certain nombre de partenaires qui ont rendu possible en tout cas ce week-end culturel. Je vous pensais aux principaux sponsors, donc le groupe Bank of Africa à travers la filiale de l'OA France qui a apporté un soutien, la FAP par la voix aussi de son président que je remercie pour le soutien exceptionnel qu'ils ont apporté, le consulat général du Sénégal et donc toutes les personnalités qui ont en tout cas apporté quelque chose pour permettre la réussite de ce week-end culturel. Alors aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir des diverses personnalités. Et je commencerai par présenter, tout d'abord, on signale naturellement, donc c'est la fête d'indépendance du Sénégal. Donc, rendre un vibrant hommage à tout le peuple sénégalais. On me demande de mettre l'hymne national avant de commencer. Alors, je ne sais pas comment on pourra s'organiser pour en tout cas mettre l'hymne national du Sénégal, puisque le Sénégal fête aujourd'hui sa 55e accession à l'indépendance et une occasion pour nous d'exprimer notre profonde gratitude à nos forces de sécurité et à nos forces en tout cas de défense qui, à travers le mois que la diaspora sénégalaise a envoyé l'année dernière, représentant 10% du PIB du Sénégal qui est aux alentours de 8 000 milliards. Et c'est tout le sens, en tout cas, des actions qui sont posées par nos États, puisque la diaspora africaine envoie 10% du PIB, et c'est la raison pour laquelle les États font énormément d'efforts pour la prise en charge de leurs compatriotes à l'étranger. Et je voudrais, à travers ça, introduire le consul général du Sénégal, qui a la lourde charge de représenter l'État du Sénégal ici à Marseille, pour nous donner en tout cas sa vision sur ce thème ô combien important. Merci. Moi, j'en profite juste parce que peut-être lui, il aura des éléments de réponse par rapport à une question qui m'a toujours un peu perturbé. Pas perturbé, mais bon, au sens positif, disons. J'ai vu il y a quelques années, je ne sais plus, 2 ans ou 3 ans, pendant l'été où la quasi-totalité des villes de France s'embrasaient. On brûlait des voitures partout. Donc des violences 2003, 2007. Voilà. Ce que j'ai toujours pas compris, c'est qu'il y a une forte population issue de l'immigration à Marseille, donc avec tous les préjugés qu'on entend ça et là. Pourquoi Marseille a échappé à cette violence? J'ai toujours pas eu la réponse. Peut-être que vous pourrez, de votre expérience, donner des éléments de réponse à ça. Merci. Cette remarque est effectivement très juste. Marseille a pu échapper à cette flambée de violence qui, à un moment donné, avait effectivement illuminé négativement le pays. Marseille, il ne faut quand même pas oublier qu'en dépit de ce qui a été dit, c'est-à-dire de cette propension à voir cette ville devenir vraiment extrémiste dans son vote, Marseille a comme tout été une ville très cosmopolite. Marseille a toujours été une ville où il n'y a pas eu les mêmes organisations parfois de révolte qu'on a pu voir dans certaines autres villes où il y avait de véritables quartiers. À Marseille, il n'y a pas de quartier. Il y a de banlieues plutôt, j'allais dire. Il y a des quartiers, mais qui sont assez disparates. Et cette disparité a fait qu'il n'y avait pas la même organisation qu'on a pu voir ailleurs, puisque qui dit organisation dit, comment dire, facilité de s'enflammer. À Marseille, il y a eu moins ça. Mais il y a aussi qu'à Marseille, ça c'est une explication très subjective, mais en tout cas qui m'a parlé, Marseille est la seule ville où il y a un lieu qui s'appelle le Vélodrome. Ce stade est assez extraordinaire dans son rôle d'unification. C'est le seul endroit à Marseille où le noir, l'arabe et le blanc se côtoient. C'est le seul endroit où
le PDG côtoie l'ouvrier, qui côtoie l'agriculteur, qui peut côtoyer le chômeur. Et il y a une conscience d'appartenance à cette ville, assez grande, plus grande qu'ailleurs. Et d'ailleurs, on verra toujours le Marseillais, d'une certaine manière, être beaucoup plus virulent face à ce qu'on appelle le pouvoir central. Parce que Marseille, c'est comme ça, c'est la périphérie. C'est un peu, évidemment, Samir Amin avait appelé à l'époque le centre de la périphérie aussi. Et il y a cette appartenance à une sorte d'entité. Et moi, j'ai essayé effectivement, comme vous aussi, de comprendre pourquoi Marseille avait été épargné en tout cas par cette flambée de violence. Je n'ai pas trouvé d'autres raisons, d'autres explications que celle-là. Et je dis que quand je voyais, moi, le groupe des supporters à l'Olympique de Marseille, puisqu'il y en avait pas loin d'une douzaine, c'était assez éclectique. À la tête de chaque groupe, il n'y avait pas forcément que ce qu'on appelle improprement des blancs plus souches. Dans tel groupe, il y avait à la tête de tel groupe, c'était un arabe, tel autre groupe, c'était un noir, et ils étaient aussi responsables que les autres. Alors, il y a, et souvent, il ne faut même pas l'oublier, les groupes, les gens qui font partie des groupes sont des gens qui habitent dans les quartiers. Donc il y a une forme d'appartenance, un peu à une ville, de supporters d'un club qui pouvait, peut-être, qui peut servir d'explication. Mais en vérité, votre question est d'ordre sociologique, et je crois que c'est un sociologue qui pourrait le mieux apporter la réponse adéquate. Alors, les étudiants, vous êtes à l'honneur, donc on va passer la parole. Vous pouvez venir peut-être récupérer le micro. Je crois que on peut évidemment en sourire, mais c'est Françoise Dolto qui disait que le destin de l'homme est fixé plus ou moins à 7 ans, et après c'est une affaire de circonstances. Je pense sincèrement qu'on peut prendre non pas pour argent comptant cette manière de voir les choses, mais en tout cas s'y référer. Pour ma part, je n'ai pas été président de l'Olympique de Marseille, par exemple, pour prendre le titre le plus ronflant que j'ai eu, par la volonté de quelqu'un. Ce sont les circonstances qui m'ont propulsé là. Quand je suis parti à l'Olympique de Marseille, ce n'était pas pour en être le président, c'était pour en être le manager général, et puis une crise de celle qui périodiquement secouait le club a éclaté. Et de cette crise est née chez le propriétaire du club la vocation de me confier les clés de l'entreprise. C'est ainsi, puisque j'étais le seul responsable visible, tous les autres étaient plus ou moins sous camouflage, hein, pour dire les choses joliment. Donc, oui, c'était les circonstances-là qui m'ont conduit. Ensuite, je crois que tout est une question personnelle, une question de démarche personnelle, d'échange, de rencontre aussi, de rencontre. En ce qui me concerne, deux mamelles ont toujours servi, en tout cas m'ont servi dans ma démarche. La première chose, c'est la conviction. Quand on a une conviction chevillée au corps, quand on a une vraie conviction, la conviction, cette conviction vous permet d'aller le plus loin possible dans vos projets et le plus loin possible dans vos objectifs. Quand on est véritablement convaincu. Et là, ne galvaudons pas les mots, donnons au monde le sens véritable. Quand on a la conviction, véritablement, on peut aller le plus loin possible, parce que c'est ce qui permet, je le redis, d'aller le plus loin possible dans ses objectifs et dans ses projets. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'a paru toujours importante, c'est la notion de principe. Nous tous, nous employons ce mot parfois, rapidement, par principe, ou par principe, je fais ça. Mais le principe, c'est une notion qui doit nécessairement avoir une contrepartie. Quand le principe n'a pas de contrepartie, ça reste un préjugé. Forcément. Et pour donner un exemple peut-être plus accessible à la compréhension, je dirais simplement que si vous devez dire merde à votre patron parce que, par principe, vous dites que je dois lui dire merde par principe, la contrepartie, c'est qu'il faut vous dire prenez la porte. Si vous êtes quand même d'accord pour lui dire toujours merde, là vous exercez le principe. Donc, moi, ce sont deux choses essentielles dans ma vie, qui ont été essentielles. La conviction
qui m'a permis parfois d'aller le plus loin possible. Une idée, elle était bonne ou elle n'était pas bonne. Si elle ne me paraît pas bonne, je la laisse de côté. Si elle me paraissait bonne, j'allais jusqu'au bout. Et le principe, donc, l'une, la conviction vous permet d'aller loin, et le principe vous permet de garder votre dignité. Ce sont deux choses, en tout cas moi, que j'ai toujours fait mienne. Ensuite, je ne peux pas là me poser en donnant de leçons ou bien en quelqu'un qui vient dire voilà comment il faut faire, voilà comment il ne faut pas faire. Je suis toujours ouvert à un dialogue, je suis toujours ouvert pour discuter. Chacun a une expérience qui n'est pas forcément la même que celle de l'autre. Et c'est en confrontant ces expériences-là que nous arrivons à avancer. C'est ce que je crois. Dans la mesure où Babacar a été témoin lors de cette dernière campagne où il a eu à s'engager, je crois que Marseille a pu reconnaître qu'on avait une grande valeur, une valeur qui méritait beaucoup de soutien. Et que par rapport à ce soutien-là, d'ici quelques temps, c'est une fondation Pape Diouf qui va se créer. Et par rapport à cette fondation, je crois qu'il a pu expliquer le volet de là où il voulait en venir par rapport à ses visions et par rapport aussi à sa participation sur le plan local et même peut-être sur le plan international. Donc là, je lance un appel pour toutes les personnes qui seront intéressées pratiquement à travailler avec Pape Diouf, de se rapprocher à nous pour qu'on puisse bâtir un avenir de demain, un avenir où vous avez votre partition à jouer là-dessus. Merci à vous. Merci aussi, Monsieur le Président, de nous avoir rappelé que le moment est venu de poser des actes concrets pour leur montrer que non seulement nous pouvons faire la même chose, mais nous pouvons faire mieux. Merci en tout cas, Monsieur le Président, pour en tout cas ce bel exposé que vous avez bien voulu nous faire. Et naturellement, les étudiants étant aujourd'hui à l'honneur, nous allons passer la parole aux étudiants qui naturellement ont envie d'intervenir, d'apporter ou de poser des questions, puisque ce n'est pas tous les jours que nous avons d'éminentes personnalités comme ça en face de nous. Donc on va passer, M. Diaga Diallo nous demande d'intervenir. Il est aussi à remercier, puisque c'est un des membres de la FAB, que cette association qui fait des choses exceptionnelles dans cette ville et qui aussi est un grand soutien de l'association des étudiants. Donc on va passer la parole à M. Diallo. Il y a des hommes et des femmes dont la dignité est de marbre et de granit et ne peut pas subir l'érosion des difficultés. Et nous sommes heureux, Président, de vous compter parmi ces hommes-là. Merci en tout cas de nous avoir rappelé votre devoir d'être là. Merci de nous avoir rappelé ce glissement aujourd'hui qui existe entre le pouvoir temporel et spirituel. Merci pour votre appel à une bonne et efficiente utilisation des valeurs et à les comparer avec les pratiques qui peuvent ne pas être universelles. Merci aussi pour cet appel dans cette ville de Marseille. C'est celui qui y est des nôtres et qui a été, on va dire, le premier noir président d'un club de première division en Europe. C'est celui qui est arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille en trouvant un solde négatif et en partant quelques années après, pendant 5 ans, au moment où la moyenne de vie des présidents était de 2 ans et demi, a laissé des caisses très pleines avec tous les résultats qui s'en suivirent. C'est celui qui, diront d'autres, a voulu changer la donne dans cette ville. C'est celui simplement qui fait la fierté de toute une jeunesse, de tout un continent. Merci, Monsieur le Président Pape Diouf, d'avoir accepté d'être là. On sait que hier soir, à la même heure, vous étiez à Paris pour parrainer un dîner de gala, toujours pour la diaspora africaine. Et nous savons aussi que vous sillonnez l'Afrique en acceptant de porter votre message, votre parole, pour créer l'espoir et l'espérance à ces jeunesses africaines. Merci pour cette humilité et merci simplement, Président, d'être parmi nous malgré l'agenda. Et je voudrais, avant de lui donner la parole, qu'on rende un vibrant hommage, qu'on accueille avec tous les honneurs, s'il vous plaît, le Président Pape Diouf. Merci et je vous salue tous. J'avoue que je suis un peu confus par tant de bons sentiments exprimés et nourris à mon égard. Je pense que je n'ai pas plus de mérite que ça. J'ai toujours dit que le parcours d'un homme était d'abord une affaire de circonstances et le mien n'échappe pas à cette règle.
donc je ne pense pas avoir autant de mérite que M. le consul ou que Babacar ont voulu successivement le dire. Je suis là parce que simplement, c'est d'abord un plaisir pour moi d'être avec vous, et c'est aussi un devoir. Je n'ai pas été là au début, c'est vrai, de cette manifestation salutaire, mais j'ai pu, ici ou là, entendre certains avis exprimés. Je reviendrai un tout petit peu en arrière, puisqu'on a parlé d'assimilation, on a parlé d'intégration. Moi, j'appellerai d'abord, je ferai appel à la philosophie populaire, qui veut que pour bien vivre, il faut d'abord balayer devant soi-même. Et je crois que parler en ce jour d'anniversaire du Sénégal ne me paraît pas être inapproprié. Le Sénégal est notre pays pour la plupart, même si parmi vous, parmi nous, il y a des gens qui nous font l'amitié d'être avec nous. Le Sénégal a eu cette formidable chance, dès l'aube des indépendances, de pouvoir revendiquer ce que beaucoup de pays africains n'avaient pas, c'est-à-dire cette notion de nation. Très rapidement, le Sénégal a été un pays qui pouvait revendiquer le qualificatif de nation. La nation était possible au Sénégal parce qu'il y avait une langue, le Wolof, qui était une langue unificatrice et une langue qui nous a permis, à peu près, tous de nous comprendre, à peu près tous de nous exprimer. Et cette langue, qui est toujours parlée par plus de 90% de la population, a été un ciment auquel il a fallu ajouter la sagesse et l'érudition d'un pouvoir spirituel représenté pour la plupart par ce qu'on appelle communément des marabouts et que j'appellerai ici des autorités religieuses, que ce soit du mouridisme, du tijanisme, de tout ce qu'on veut. Et ces gens-là, ces éminentes personnalités ont permis par leur sagesse aussi aux Sénégalais de pouvoir vivre dans ce qu'on appelle la paix et la concorde. Et très rapidement, le Sénégal a su être un pays qui n'avait peut-être pas de richesse naturelle, mais qui a su, en tout cas, émerger, parce qu'il y avait cette notion de nation. Et il y avait aussi, il faut le rappeler, les structures d'un véritable État qui était posé par les gouvernants de la Première République, en l'occurrence Senghor et ce qui était auprès de lui, ce qui faisait du Sénégal un État réel, mais aussi une nation. Et je crois que nous avons vécu la grande paix. Et quelqu'un rappelait tout à l'heure cette grande concorde qu'il y a eu entre chrétiens et musulmans, même si les chrétiens étaient en petit nombre. Je crois que l'autorité religieuse, qu'elle fût musulmane ou catholique, a su, en tout cas, préserver, même nourrir cette concorde. Il n'est pas rare au Sénégal que le clergé catholique et les autorités musulmanes, religieuses, s'entendent lorsque besoin s'en faisait sentir et ne manquaient jamais de distiller leurs conseils et leurs avis, me semble-t-il, toujours judicieux. Ce qui faisait que, et ce qui fait d'ailleurs qu'au Sénégal, dans certaines contrées, il y a dans une même famille des catholiques et des musulmans. Je crois que c'est l'exemple parfait, en tout cas, d'une cohabitation, ce que vous avez appelé une cohabitation, mieux qu'une cohabitation même, je dirais, un vrai vivre ensemble. Et ce Sénégal-là a été exemplaire et a été même un exemple. Les choses ont un peu changé, il faut dire les choses. Je vais être peut-être transgressif un peu en disant ce que je dis, puisque je dois, pour être très clair, vous dire que je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un homme adonné à la politique, même si la politique me passionne en tant que phénomène, en tant que matière sociologique ou en tant que science. Mais à côté de ce pouvoir spirituel dont j'ai parlé, qui était incarné donc par ces autorités religieuses, naissait et avait prospéré donc un vrai pouvoir temporel qui était le pouvoir de tous les jours, incarné évidemment par les gouvernants de ce pays. Et il y a eu entre ces deux pouvoirs-là aussi, toujours une grande et belle cohabitation. Et ces dernières années, sans que je n'incrimine qui que ce soit, je crois que le pouvoir temporel a perdu de sa force en laissant un libre cours, je dirais, un terrain assez libre, d'une manière pas toujours très claire, au pouvoir spirituel. Et on a vu effectivement parfois nos gouvernants se rendre dans certaines villes saintes en véritable talibé. C'est très précis, je sais très précis, on a le droit effectivement d'être un talibé.
mais pas quand on exerce certains pouvoirs, pas quand on est à la tête d'un pouvoir temporel. Quand on est à la tête de ce pouvoir, on doit en avoir le sens, on doit en avoir le respect. Et on doit, à mon sens, traiter quasiment, je ne dis pas d'égal à égal, mais en tout cas dans la même dignité qu'avec le pouvoir spirituel. On n'a pas vu ça dernièrement au Sénégal. On a vu le pouvoir temporel se liquéfier, littéralement, au point, je dirais, de changer une certaine donne au Sénégal. Je pense que tout gouvernant qu'on puisse être, tout président d'une république qu'on puisse être, on a tout à fait le droit, c'est vrai, d'avoir son marabout, d'avoir une autorité. Mais il faut savoir distinguer, dissocier complètement sa tâche gouvernementale simplement de sa condition de talibé, de sa condition de militant des choses religieuses. On n'a pas su faire ça dernièrement, tant et si bien qu'une désagréable, en tout cas une regrettable confusion s'est installée au sommet de l'État. Je pense que pour nous, Sénégalais, il est bon que nous réfléchissions, évidemment là, volontairement, je suis allé très vite sur ce sujet, mais il est bon que nous réfléchissions sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, pour ramener le Sénégal à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la cohabitation, la coexistence entre deux pouvoirs qui chacun avait un rôle particulier, un rôle plein. Et je suis de ceux qui pensent que si le Sénégal a toujours vécu dans la paix, parce qu'il y a eu ça, il ne faut pas laisser un pouvoir prendre le pas sur l'autre, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet du tout, puisque c'est vrai que la croyance doit être en quelqu'un, et mon sentiment reste que la religion, nous ne sommes pas, pour le moment au Sénégal, une république islamique, nous sommes une république laïque aussi. La laïcité, dont on a parlé tout à l'heure ici, dont Vanessa a parlé, datant de 1905, cette laïcité-là aussi existe chez nous. Et je pense que le respect de cette laïcité-là doit amener les deux pouvoirs dont j'ai parlé à pouvoir coexister. Puisque tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a des signes au Sénégal qui parfois nous renvoient, me semble-t-il, à des alertes. Je vous ai dit que je serai un peu transgressif, vous me passerez si effectivement parmi vous en choquer quelques-uns, mais c'est ma manière de voir les choses. Ma manière a toujours été de dire les choses telles qu'elles étaient et non pas telles qu'on souhaitait qu'elles soient. Quand aujourd'hui, vous avez vu vous-même, quand vous téléphonez au Sénégal, il y a certains téléphones, c'est des sourates qu'on entend. Dans un état laïque, cela me semble en tout cas dépasser une certaine borne. On aurait pu simplement que chacun librement puisse, dans l'annonce qui est la sienne, utiliser les sourates libres à lui. Ce n'est pas gênant. Mais on ne peut pas, certaines institutions ne peuvent pas utiliser ça et s'en servir comme des réponses, ou en tout cas une manière d'actionner la sonnerie d'un téléphone. Il y a bien d'autres choses aussi dont ici je m'interdirai de parler, mais qui aujourd'hui gangrènent la société sénégalaise, il me semble. Donc il est bon, nous, qui demandons ici en France cette exigence de bien vivre ensemble, que nous voyons aussi ce qui se passe chez nous, de manière à pouvoir mieux analyser ce qui nous attend ici et ce contre quoi nous devons nous battre. Quand on veut prendre l'exemple de notre vie ici, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons déjà nous mettre d'accord. C'est l'utilisation des mots. Il est un mot qui me semble aujourd'hui très galvaudé, c'est le mot de valeur. Chacun réclame des valeurs pour agir. Chacun réclame des valeurs pour justifier ou ses prises de position ou en tout cas son attitude. Même nous ici, nous avons commis l'erreur aussi. Je la commets comme d'autres. Mais de temps en temps, comme nous sommes dans un débat, je pense qu'on va nous permettre un peu cette coquetterie de restituer un peu les choses dans leur sens originel. C'est quoi une valeur? De mon point de vue, une valeur, forcément, fait appel à une notion universelle, à une notion humaine, à une notion sur laquelle tout le monde doit et peut être d'accord nécessairement. C'est la générosité, c'est la solidarité, et bien d'autres, c'est la fraternité. Ce sont des valeurs qui sont vraies en Afrique, qui sont vraies en Occident, qui sont vraies en Orient, qui sont vraies un peu partout, et sur lesquelles il n'est pas possible de discuter. C'est ça la vraie valeur. Donc une valeur, on ne peut pas
prendre une valeur et en faire quelque chose de parcellaire. Une valeur, certains, j'entends parfois des hommes politiques qui disent combattre le lepénisme, dire malgré tout, je ne partage pas les mêmes valeurs que Le Pen. Quand on dit ça, c'est qu'on admet implicitement que Le Pen aussi a des valeurs. Or, de mon point de vue, Le Pen n'en a absolument pas. Donc je ne dirais pas que je partage les valeurs avec Le Pen, je dirais simplement que Le Pen n'a pas de valeur. Voilà ce que je dirais. Parce que les valeurs, elles ne sont pas parcellaires, elles ne sont pas divisibles. Absolument pas. Cependant, à côté de ça, à côté des valeurs, il y a ce que j'appelle beaucoup plus simplement des pratiques. Les pratiques peuvent être sociales, les pratiques peuvent être religieuses, les pratiques peuvent être culturelles, les pratiques peuvent être intellectuelles. Et d'ailleurs, dernièrement, j'avais été interrogé lorsque les tragiques événements du 7 janvier se sont produits. On m'a posé la question de savoir est-ce que j'étais Charlie. J'ai dit non, j'étais Pape Diouf. Et ça ne m'a pas empêché quand même d'exprimer la compassion qui était en moi. Je n'ai pas manqué de dire que ce qui s'était passé m'avait troublé, m'avait gêné et que ce n'était pas admissible. Et si j'ai marché le 11 avec 4 millions d'autres personnes, ce n'était pas pour défendre la liberté d'opinion ou la liberté d'expression, mais c'était pour m'opposer, c'était pour dire non à la barbarie, c'était pour dire non au terrorisme, c'était pour dire non à tout ce qui était excessif. C'était pour ça que j'avais marché. Ce n'était pas pour la liberté d'expression. Puisque la liberté d'expression, une fois qu'on veut la considérer comme une valeur, nous commettons une erreur. La liberté d'expression est une pratique républicaine, une pratique française, dans laquelle on peut tout à fait se reconnaître, c'est mon cas, je m'y reconnais, je souscris à cette liberté d'expression. Mais elle ne peut pas être transposable partout. La liberté d'expression n'est pas une valeur sur laquelle tout le monde doit être d'accord. La liberté d'expression peut simplement être l'émanation de quoi? De 3 personnes qui sont dans un bureau, qui sont peut-être pleins d'alcool, pleins de cocaïne, qui font leur dessin entre eux, qui mettent ça à la une d'un journal et qui veulent imposer au monde entier l'adhésion à ce dessin. Je dis non. Je dis non. Et j'ai compris, on m'avait posé la question aussi de savoir est-ce que Macky Sall avait eu raison d'interdire la vente de Charlie Hebdo à Dakar, au Sénégal. Même si Charlie Hebdo n'est pas vendu là-bas. Quand la question m'a été posée, j'ai dit que je comprenais parfaitement l'attitude du président sénégalais. Parfaitement. Même si peut-être je ne souscrivais pas à une interdiction. L'interdiction allait contre ma philosophie et ma manière de voir les choses. Mais je comprenais parfaitement que le président sénégalais ait interdit la vente de Charlie Hebdo. Et je revenais dans mon enfance qui m'emmenait à penser que face à mes parents, ou même au-delà, même à d'autres personnes, il ne m'était pas loisible ni possible de poser simplement la question de l'existence de Dieu. Je n'osais pas le faire. Je n'osais pas devant mon père ou devant ma mère dire est-ce que Dieu existe ou pas. Je n'osais pas. C'était quoi ferme ta bouche. Alors, il y a des gens au Sénégal, j'en suis convaincu, qui seraient prêts à se laisser insulter, eux et leurs parents, mais qui ne laisseraient pas qui que ce soit insulter le bon Dieu ou son prophète. Or, quand on voit les dessins, certains dessins qu'on a pu aujourd'hui voir ici, en France, qu'on nous dise il faut adhérer à ça parce que c'est cela la liberté d'expression, je dis non. Ce n'est pas la liberté d'expression, ce n'est pas une valeur, ce qu'on nous montre ici. Ce qui se passe ici, c'est une pratique. Et cette pratique-là peut ne pas avoir cours chez nous, peut ne pas avoir cours ailleurs. Ça, c'est mon sentiment le plus profond. Parce que simplement, une pratique, comme je l'ai dit, contrairement à une valeur, elle peut être négative ou elle peut être positive. La valeur, là où elle est toujours positive, la pratique peut être négative. Et je prendrai un exemple. Chez nous, il y a bien ce qu'on appelle aujourd'hui encore l'excision des femmes. C'est une pratique traditionnelle. Ce n'est pas une valeur, contrairement à ce que certains gens disent. Certains gens qui nous disent ça fait partie de nos valeurs. Non, ça fait partie de nos pratiques traditionnelles. Mais en l'occurrence, c'est mon sentiment personnel, c'est une pratique négative. C'est ce que je pense. Peut-être parmi vous, quelques-uns ne sont pas d'accord, vous avez cette liberté-là. Moi, je pense que c'est une pratique, mais une pratique négative. Donc, faisons bien la différence entre ce qu'on appelle valeur et ce qu'on peut appeler pratique. Alors, comprendre le monde dans lequel nous vivons me paraît
essentiel aussi pour pouvoir, s'il y a besoin, de combattre ce qu'il faut combattre. Le racisme, en France, en tout cas, me semble-t-il, c'est d'abord une question d'ignorance. La plupart des gens dans ce pays-là sont effectivement ignorants de l'autre. Or, là aussi j'ai entendu ça tout à l'heure, la richesse ne peut se produire qu'avec des différences. C'est dans les différences qu'on s'enrichit. On l'a vu avec les États-Unis où il y a une soixantaine d'années encore, des lois ségrégationnistes existaient vivement. Et aujourd'hui, on a vu que même avant l'avènement d'un président noir, il y avait des noirs qui détenaient des départements importants comme la justice ou être à la tête, je dirais, des forces armées américaines. La France s'est refermée comme une coquille, là où même un pays comme la Grande-Bretagne s'est ouverte. Et pourtant, on sait que la colonisation anglaise n'a pas été une des plus humaines. Mais cette manière de s'ouvrir a permis à la Grande-Bretagne de prendre quelques avances sur la France. On le voit avec un de nos frères qui s'appelle Tidjane Thiam, qui a été longtemps à Paris, qui n'était qu'un troisième, un quatrième ou un cinquième. Il lui a fallu émigrer en Angleterre, dans la city financière, pour tout de suite se voir confier la direction d'une des entreprises les plus importantes d'assurance prudentielle. Et il a démontré toute sa capacité à faire et à réussir des résultats. Ce même Tidjane Thiam, aujourd'hui, a été engagé dernièrement par une banque suisse, le Crédit Suisse, qui est la deuxième banque helvétique là-bas. Ce qui montre donc que ce garçon-là a une énorme capacité, mais une capacité qu'en France on avait ignorée. Alors, je prends parfois mon exemple, pas pour en faire une ligne de conduite, mais simplement pour dire que Marseille est quand même la ville où le lepénisme, me semble-t-il, a le plus prospéré. C'est là où l'extrémisme de droite a aussi s'est nourri, je dirais, de toutes sortes de fantasmes. Et c'est dans ce pays-là, dans cette ville-là, où pourtant un noir a été le président d'un club de football qui est une des institutions les plus prisées de la ville. Croyez-moi qu'au départ, les choses n'étaient absolument pas faciles. Sans doute, certains se sont demandé même que venait faire un noir à la tête de leur club. Pendant les 5 années que j'ai dirigé le club, je n'ai peut-être pas été meilleur de beaucoup que ce qui m'avait précédé, mais j'ai simplement démontré que je pouvais, moi aussi, être le président de ce club-là, normalement, et en sortir le plus honorablement possible. Et je crois que les Marseillais qui m'ont vu faire pendant 5 ans, en ont tiré la leçon finalement que mais, ce noir qu'on voyait de loin, bon, on aurait pu se méfier, mais il n'est rien d'autre que quelqu'un comme nous. Voilà, il est comme nous. Et c'est là où est né peut-être le respect, où sont nés le respect et la considération qu'ils ont pour moi. Ce n'est pas un mérite plus particulier. Et d'ailleurs, quand on me dit parfois que j'ai du mérite, je le conçois, je l'accepte, mais je me dis toujours, parce que je le sais, il y a beaucoup de noirs en France dont on ne parle pas, parce que les projecteurs ne sont pas braqués sur eux, qui sont dans d'autres secteurs, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'enseignement ou bien d'autres, qui sont sans doute bien plus valeureux que moi, mais on ne les voit pas, et qui font un travail remarquable à tous les niveaux, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau scientifique. Seulement, on ne les voit pas, ces gens. Et je les connais, j'en connais quelques-uns. Et devant eux, je n'exprime rien d'autre que du respect. Et ça, on ne les voit pas. Donc, c'est dire que le racisme dont on nous parle aujourd'hui, c'est d'abord une affaire d'ignorance. C'est de l'ignorance. Évidemment, il y en a toujours. Il y a un peu ce que je peux appeler le racisme organique, qui a été le fait de ce qu'on a appelé à naguère le fait de la nouvelle droite en France. Hein, des gens qui avaient théorisé le racisme et qui voulaient en faire une donnée organique. Mais ils sont très peu. Sinon, ce que nous vivons, ce racisme ordinaire, ce racisme au quotidien, c'est l'ignorance des populations. Et croyez-moi que notre bagarre, la vraie bagarre que nous devons mener, ce n'est pas seulement une bagarre théorique. C'est une bagarre de tous les instants pour essayer d'être à la place où nous devons être. Le jour où nous serons aux places où nous devons être, que nous démontrerons
simplement ce que nous savons faire, ce que nous sommes, je pense qu'on fera reculer le racisme en même temps. Et en même temps, on fera appel à ce qu'on appelle donc l'intégration, non pas l'assimilation, mais en tout cas l'intégration, le bien vivre ensemble. Parce que, et je donnerai un exemple, que j'ai donné pendant la campagne électorale que j'avais menée dernièrement. Quand on prend un sujet que je connais bien, évidemment, le football, quand on voit le nombre de Noirs et le nombre d'Arabes qui jouent au football en France, Arabes et Noirs sans lesquels il n'y aurait plus aujourd'hui de championnat, ni en L1, ni en L2, ni plus bas. À la fin de leur carrière, tous ces joueurs-là sont relégués. Il n'y en a pas un qui devienne ni entraîneur, ni dirigeant, ni manager, ni rien. Vous trouvez ça normal? Ils sont plus de 40% à constituer. Ils sont si idiots que ça, ils sont si incapables que ça de montrer qu'ils peuvent aussi faire quelque chose. Les propos récents d'un Sagnol qui avait dit que les Noirs n'étaient pas très intelligents, ceci. Moi, je n'en ai jamais voulu à Sagnol. Sagnol n'est que le produit d'un système. Il est le produit d'un système. Et c'est contre ce système-là qu'il faut s'élever. Parce que si Sagnol, en se retournant, avait à côté de lui un homme noir qui soit son directeur sportif, avec qui il échange tous les jours, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Le directeur général de l'OGC Nice aujourd'hui, Julien Fournier, qui a travaillé avec moi, qui était mon collaborateur le plus proche, ne dira jamais ça. Parce que malgré tout, il a travaillé avec le noir et il sait un peu ce que le noir a pu lui apporter aussi. Donc, notre combat, ne nous trompons pas, ce ne sont pas simplement de parler, ce n'est pas seulement de parler, ce n'est pas seulement de faire des phrases, ce n'est pas seulement, je dirais, de faire dans le suivisme, c'est de réfléchir, c'est de trouver des discours, c'est de trouver des attitudes qui peuvent véritablement nous permettre d'arriver à ça, à cette intégration-là, à cette considération. Parce que l'intégration n'est rien d'autre que la considération suscitée par une attitude, suscitée par une conduite, suscitée par ce que nous faisons. Tout le combat aujourd'hui que nous devons mener, il doit être celui-là, c'est de dire occupons les places qui sont les nôtres. Et si, à la place où je peux être, je me bats avec certains sportifs de haut niveau, notamment des footballeurs, c'est de leur dire essayez de prendre la place qui doit normalement et naturellement vous revenir. Parce que quand on vous connaît, quand on vous voit faire, nous tous ici, nous avons des exemples d'endroits où nous sommes, où nous travaillons, où nous avons des amis qui vous considèrent, qui vont peut-être dire, oui, les Noirs, ceci ou les Arabes, mais oui, toi, tu n'es pas comme eux. Toujours, ils vous diront, toi, tu n'es pas comme eux. Alors, si déjà tout le monde commence dans ce pays par dire, ah, toi, tu n'es pas comme eux, ben, on finira précisément par convaincre tout le monde. La bataille, elle est là. Elle est qu'il ne faut pas se décourager. Ceux qui doivent voter, ils doivent voter pour essayer de changer les choses, parce que c'est comme ça qu'on peut changer les choses aussi. Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle ce jeu démocratique, qui fait que, paraît-il, on a une démocratie exemplaire. Il faut tirer le meilleur parti de tous les instruments qui nous sont offerts aujourd'hui pour essayer de changer la donne, pour essayer véritablement, je dirais, simplement de montrer qui nous sommes. Cela me paraît important. Je finirai peut-être simplement en disant la chose suivante, en rappelant certaines choses. Vous savez, au début des années 60, les populations ont été appelées, des populations pour l'essentiel maghrébines ou noires africaines, pour venir en France. C'était pour généralement relancer l'économie, puisque n'oublions pas que la guerre n'était pas très éloignée, la France était dans cette dynamique de reconstruction économique, industrielle et autres, et on avait besoin de main-d'œuvre. On avait fait appel à ces gens-là qui sont venus pour aider au redéploiement industriel et aussi à l'édification du parc immobilier. On a vu d'ailleurs à l'époque beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes aussi, avec les truelles sur les routes, partout, travailler pour essayer de rebâtir ce pays. Lorsque leur mission, j'appelle ça comme ça s'est terminé, ces populations-là, on les a plus ou moins parquées. On les a un peu éloignées des centres névralgiques des villes. Cela a donné dans certains coins, comme à Paris, les banlieues et ici des quartiers. Des gens dont on ne s'est pas toujours bien occupé. On les a laissés vivre entre eux, des populations qui vivaient entre elles.
Et ces populations-là, il leur fallait survivre grâce au système D. Leurs enfants sont nés, sauf qu'ils sont nés ici, ils ont plus difficilement accepté cet état de fait. Alors ils ont vécu d'expédients aussi, de vol, de drogue. Quand on dit drogue, quand on dit vol, forcément, là où, si on vit en circuit fermé, cela enfante une certaine forme de violence. Et toute violence, effectivement, et son corollaire, règlement de compte, qui se faisait déjà à l'époque. Hein. Ce règlement de compte-là se faisait à travers ce qu'on appelait des armes blanches ou des armes conventionnelles. Et c'était comme ça. Les politiques ne s'occupaient absolument pas de ces populations-là. Pour deux raisons. La première, c'est que ces populations-là ne votaient pas pour la plupart du temps, donc on n'en avait pas besoin. Et la deuxième raison était que c'était des populations aussi qui ne s'inscrivaient pas sur les listes officielles et donc qui, de fait, emmenuisaient un peu les chiffres, notamment les chiffres du chômage. C'était bien de ne pas avoir à Marseille 10 000 personnes qui ne s'inscriraient pas sur le chômage, à moins ça faisait quand même bien. Bon. Et voilà que géopolitiquement, le monde a changé. Le bloc de l'Est a explosé. Il y a eu les problèmes que nous connaissons et que nous continuons à vivre, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, et les armes là ont véritablement proliféré. Et en proliférant, elles ont atterri aussi sur nos rives, les rives de la Méditerranée. Et les jeunes qui dans leur quartier se faisaient des règlements de compte ont pris effectivement, ont acheté la Kalachnikov qui n'était plus très chère. On a pu. Alors tout ce qui faisait que les politiques ne bougeaient pas, faisaient semblant de ne pas entendre, mais la Kalachnikov vous fait entendre les choses, parce que c'est du bruit. La Kalachnikov fait du bruit. Donc on a fini par entendre le bruit, par savoir qu'à Marseille, il y a des règlements de compte. Mais pas plus qu'à Grenoble, pas plus qu'à Paris, pas plus qu'à ailleurs. Sauf qu'ici, à Marseille, tout ce qui est comme ça, on le fait comme ça. Et surtout, à Marseille, on a préféré parler d'une nouvelle violence, en fait, d'une violence exponentielle. Oubliant que cette ville-là a été gangrénée par la violence. La seule différence, c'est qu'avant, la violence, osons le mot, était aristocratique, parce qu'elle était le fait d'une certaine oligarchie du banditisme, et aussi elle était le fait, je dirais, de gens venus de certaines îles, comme de la Corse d'ailleurs, sans que je n'ai rien contre les Corses. Mais aujourd'hui, la violence, elle est d'essence populaire. Alors elle gêne plus, parce que c'est plutôt des Noirs, parce que c'est plutôt des Arabes. Voilà. Et je crois que, de ce point de vue-là, ce qui se passe à Marseille, aujourd'hui, découle d'une certaine logique. C'est très logique ce qui se passe. On ne peut pas, puisque ces mêmes Arabes ou ces mêmes Noirs dont on se plaint, par ailleurs on ne s'en plaint pas. L'exemple du Paris Saint-Germain le montre tous les jours. Là, c'est des Arabes d'une autre nature. Hein, pourtant, ce ne sont pas... Alors, c'est là où je dis que il faut d'abord, le problème de l'intégration est aussi, et peut-être surtout, un problème social, un problème économique. Et on ne peut pas échapper à cette fatalité-là. Quand on me demandait comment faire à Marseille pour réduire l'insécurité, quand on me le demandait, je ne répondais pas classiquement ce que les uns et les autres disaient. Oui, j'aurais pu dire, on va augmenter les effectifs de la police municipale. On va augmenter ou demander au ministère de l'Intérieur d'augmenter l'effectif des policiers nationaux. On va aussi mettre un peu partout des objets, des gadgets électroniques pour essayer de quadriller la ville et de la sécuriser. Tout ça, c'est des foutaises pour une raison. Vous tous, vous avez entendu parler de Lampedusa. Vous tous, vous avez vu ou vécu ces gens qui quittent parfois des contrées lointaines dans des bateaux improbables, dans des embarcations incertaines, et qui viennent jusqu'ici, pourquoi? Pour chercher un peu de survie. Ces gens-là savent pourtant, en venant parfois avec un enfant dans le dos, que la mort peut être au bout de leur chemin. Mais ces gens-là viennent quand même. Quand on en arrive à ce point, quand on en arrive à se dire, pour rechercher un peu de survie, je suis prêt à braver la mort, croyez-moi que ce ne sont pas quelques policiers, ce ne sont pas quelques gadgets électroniques qui vont retenir des jeunes qui peuvent vivre dans notre ville et qui se disent de toute façon nous n'avons absolument rien à perdre. Vous savez, c'est le personnage de Malraux qui disait, j'ai eu l'occasion de le dire mais je le répète ici, qu'on ne devenait révolutionnaire que quand la mort restait le seul espoir. Alors, moi je pense que
Notre problème est aussi un problème économique, c'est un problème social, et c'est dans ce positionnement-là que nous devons véritablement nous battre pour essayer d'avancer. Il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect politique que vous avez évoqué ici ou là, mais l'aspect politique ne découle que d'un certain opportunisme politique aujourd'hui. Parce que le Front National prospère avec certains slogans, par une certaine attitude. Évidemment, on a vu en France ce qu'on appelle les partis républicains, moi c'est pas l'UMP, je veux dire se radicaliser, devenir beaucoup plus se droitiser, dire, faire un peu dans la surenchère. Et ça, c'est ce que j'appelle l'opportunisme politique, c'est simplement pour avoir des voix, c'est pour avoir quelques voix supplémentaires, c'est pour essayer de gagner les élections. Je crois que profondément, nous devons nous dépasser ce stade-là et approfondir véritablement l'analyse. Alors, oui, je suis peut-être un peu éloigné du thème qui était initialement le thème prévu, mais quelque part, je crois qu'il y a des proximités, il y a des passerelles que nous ne pouvions pas éviter et qui nous renvoient et nous ramènent en tout cas à notre discussion originelle. Alors, moi je suis comme vous, hein, je regarde, j'écoute et j'essaie de sortir en tout cas des sentiers battus et j'essaie de tordre le cou aux idées qu'on nous met et qui sont souvent mal reçues. Hein. Essayons par nous-mêmes de réfléchir à une voie originale qui nous permettra précisément de bien mieux vivre ici avec tout le monde. Monsieur le vice-consul, Madame Malisa Saïd, qui est une sœur et une amie, et avec laquelle on entretient d'excellentes relations. Et je tenais quand même à vous ici, devant nos compatriotes, vous féliciter, vous remercier de l'apport significatif que vous nous amenez dans l'exercice de nos fonctions dans tous les jours. Le doyen Babdouf, Monsieur le Président, cher grand frère, cher ami, c'est un honneur pour moi, vraiment. Depuis que je suis à Marseille, on a d'excellentes relations. Il n'y a pas de jour qui passe sans que je l'ai au téléphone. C'est la première fois que j'ai l'opportunité, de partager un plateau avec lui. Et c'est vraiment un plaisir parce que Babdouf est pour ma génération, je pense pour d'autres générations d'ailleurs, une référence. Moi, j'ai fait mes études à Paris. Donc, je suis un peu aussi dans l'immigration parce que bon, ça fait depuis 2000 je vis en France, j'ai fait toutes mes études à Paris. Donc je connais un tout petit peu la question. Et on avait un jeu favori à faire entre les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains. On regardait les personnalités qui apparaissaient dans les télés, tout ça. On faisait des comparaisons. Et je me plaisais tout le temps de dire Babdouf parce qu'il est pertinent, il parle très bien français et c'était tout le temps vraiment quelque chose qu'on aimait mettre en exergue. Et vraiment, Président, merci beaucoup d'être venu pour les étudiants, mais pour nous tous. Et je voulais aussi saluer le doyen Ibadia, qui est à travers lui, salue toute la FAB, les représentants de la FAB qui sont présents ici. Moi, la jeunesse de la FAB aussi, jeunesse très dynamique, qui participe activement aux activités de la communauté ici. Et saluer mon frère Babacar. Babacar que j'ai connu à Paris depuis quand même, plus même au Sénégal depuis quand même des années, qui est un ami, un grand frère. Saluer tout le monde et féliciter les conférenciers, mon cher ami Sélé. J'étais pas là au début, mais je pense que le thème que vous avez abordé sur l'islam, sur les amalgames, sur le débat actuel qui pose vraiment des problèmes, parce qu'en réalité, de quoi l'on dit, c'est véritablement une exploitation politique qui est à l'origine
de toute cette crispation de la population française vis-à-vis d'une communauté qui est la communauté musulmane. Mais quand on dit musulman en France, parce que musulman en France, ça renvoie systématiquement aux Arabes. En général, quand on dit musulman, les gens renvoient systématiquement à l'Afrique du Nord. Et je pense que si on regarde globalement, les musulmans dans le monde, ils ne sont pas plus nombreux là-bas. Donc déjà, je pense qu'en France, par rapport aux Français, parce qu'il y a un problème de compréhension, mais même de compréhension d'une réalité. Et la deuxième chose que je voulais dire sur la religion, c'est qu'en face, nous avons aussi un vrai problème. Parce que ce que j'ai l'habitude de qualifier comme la tyrannie de la laïcité, ou la dictature de l'athéisme. Parce qu'en vérité, ce qui se passe dans la société occidentale, c'est simplement que les gens ne croient plus en Dieu depuis très longtemps. Et ils croient que les gens, tout le monde doit être comme ça. Et il faut que les gens aussi acceptent qu'il y ait des gens qui puissent croire en Dieu. C'est vrai, on a parlé de la loi de 1900. La loi de 1900, il y a une histoire dans tout ça. Il faut rappeler ici que les Français ont tué des Français pour qu'il y ait séparation entre l'Église et l'État. Et que ça a conduit progressivement à un athéisme installé. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens qui parlent, qui écrivent, ne croient plus en Dieu depuis longtemps. Et que le problème qui se pose, c'est que quand vous avez en face des populations qui revendiquent et qui appliquent, qui pratiquent leur religion, écoutez, ça conduit à des situations comme ça. On a parlé d'assimilation, oui, le modèle social français, le modèle français a toujours assimilé les vagues d'immigration, que ce soit les Italiens, que ce soit les Espagnols, les Portugais. Mais en vérité, l'assimilation s'est faite facilement parce qu'ils avaient les mêmes valeurs, ils avaient la même culture et les mêmes traditions. Parce que c'est les Occidentaux qui ont une tradition ou histoire judéo-chrétienne. Quand les Arabes sont arrivés, quand les Africains sont arrivés, qui sont de religion autre, de culture autre, là, le problème, la machine s'est grippée. Parce qu'il ne s'agit plus d'assimilation, il s'agit d'intégration. L'intégration, Malissa l'a bien défini, c'est qu'on vit ensemble, on partage, chacun amène sa richesse par rapport à sa culture, par rapport à sa tradition, pour enrichir le pays, mais tout en gardant ses valeurs, sa culture, sa religion. Et c'est là où le problème se pose en ce moment en France. Et que je pense que quand j'ai fini de faire ce constat, j'en appellerai vraiment à l'union sacrée, à l'union parce que moi j'ai la conviction forte qu'en vérité, le débat est vraiment politique. Et la question est politique. Mais il faut que les gens soient, je ne sais pas, il faut que les gens s'unissent, les gens s'organisent. À Marseille, vous avez les Comoriens ici, les Sénégalais là-bas, les autres là-bas, les autres là-bas. Non. Il faut qu'à un moment donné, que les gens constituent une force et imposent un rapport de force. C'est que comme ça qu'on va régler les questions. Sinon, on reviendra ici, on fera les débats, les gens vont voter, ils vont choisir d'autres personnes, ils vont choisir des gens qui ne seront pas, qui n'auront pas la même conception, la même conviction, la même manière de voir. Quand on voit la percée du Front National aujourd'hui, dans des quartiers où il y a des majorités de musulmans ou de noirs, ça pose problème. Ça pose problème, il faut que les gens se réveillent et qu'ils sachent qu'il y a des enjeux autres qui sont derrière et qu'il ne faille pas attendre jusqu'à ce que des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec comment nous on voit les choses arrivent au pouvoir dans certaines localités. Et ça, c'est la responsabilité aussi des parents qui doivent inciter leurs fils, les enfants, à savoir qu'ils vivent en France et c'est des Français. J'ai l'habitude de dire ceux qui sont nés ici sont d'abord des Français, avant d'être des Sénégalais. Ils peuvent être des Sénégalais de nationalité. Mais ma conviction, en tout cas moi, quand j'étais dans le milieu associatif à l'université, c'est le message que j'ai toujours tenu. Il faut que les gens comprennent que la bataille se fait ici d'abord. Il faut se battre ici, là où on est né, là où on a grandi, pour se faire et
pour exister et vivre. Le Sénégal, oui, pour aller au Sénégal, il y a déjà beaucoup de problèmes. Bon, là, je ne suis plus dans l'habit diplomate, hein, je parle comme je le sens. Mais je pense fondamentalement qu'il faut qu'une prise de conscience soit faite pour prendre à bras le corps cette problématique. Parce qu'en vérité, sincèrement, si les gens ne sont pas unis, si les gens ne comprennent pas que la politique, c'est un rapport de force, et que les gens dans la communauté, il faut qu'il y ait des gens, il faut construire des leaders, des gens qui peuvent prendre le relais, des gens qui peuvent mobiliser. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se régler avec toutes les communautés musulmanes. Il ne s'agit pas de faire du communautarisme. Ça, vous allez dans cette, ici à Marseille, il y a les Arméniens, par exemple. Vous allez dans d'autres, et pourtant, ces gens-là sont représentés. Il faut que, moi, je pense que c'est comme ça qu'on va régler la question, pas autrement. Maintenant, j'ai de l'espoir, parce que quand j'entends tout ce que j'ai entendu ici, je pense que ça peut aider. En tout cas, un commencement de réponse, de solution à cela. Donc, c'est ça que je voulais ajouter par rapport au débat, par rapport aux différents thèmes qu'on a abordés, mais aussi le thème que l'honorable Pape Diouf va aborder. Je pense que ça rentre à peu près dans la même lignée. Donc, je vous remercie et puis je souhaite à toutes et à tous une très bonne fête d'indépendance de 80. Et prions pour le Sénégal, prions pour qu'il y ait la paix, la concorde des cœurs, et Dieu nous accorde sa félicité. Je vous remercie.